la santé au directeur national de la santé publique au Québec, le Dr Luc Boileau. Mes collègues, Dr Marie-France Reynaud, vous connaissez, qui est une experte de santé publique, et on est très heureux d'avoir aussi Dr Caroline Quach, qui est très connue déjà dans sa grande expertise en infectiologie, en pédiatrie, mais elle préside, comme ça a été dit, le comité d'immunisation du Québec. Alors, toutes les questions en lien avec cette immunisation d'une 3e dose ou d'une 4e dose, elle est ici pour nous aider à faire le point très justement sur ces enjeux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette semaine, encore une fois, on tient à dire que la situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens. La tangente qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours. Donc, c'est très encourageant et on est très content d'amorcer à nouveau les 2 dernières semaines, de continuer à amorcer l'avenir avec la pente de la 2 dernières semaines. Alors, les décès, les hospitalisations, les absences des travailleurs de la santé, tous ces indicateurs-là ne cessent de décroître et nous montrent que nous avons eu raison de faire en sorte d'amorcer graduellement un retour à la normale de manière prudente. Même les indices ce matin de l'équipe Cyrano vont aussi dans ce sens-là, avec une diminution passablement importante du nombre de personnes qui se rapportent quotidiennement avec des infections et même celles qui sont appelées à s'isoler. Alors, comme vous le savez, samedi matin à minuit, le port du couvre-visage ou du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics fermés ou ceux qui sont partiellement couverts. Il va toutefois demeurer recommandé à être utilisé pour les personnes qui en ont besoin, les personnes les plus vulnérables à des infections, celles qui peuvent développer des problèmes avec ça. On le dit plusieurs fois, qu'elles soient des personnes âgées ou des personnes âgées immunosupprimées ou des personnes plus jeunes ou encore celles qui font l'infection actuellement et qui veulent protéger les autres, et tant mieux, ou celles qui ne veulent pas être confrontées à ce virus-là. C'est un choix qui est le leur et qu'il nous faut respecter. Alors, il y a cependant toujours quelques lieux dans lesquels ça va être requis, et en particulier les transports collectifs. Donc, on reviendra éventuellement pour partager nos recommandations que nous ferons au gouvernement à cet effet. Il va également être maintenu d'être obligatoire de porter le masque dans les centres hospitaliers, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, ce qu'on appelle les CHSLD, qui soient associés aux établissements publics ou privés conventionnés ou non conventionnés, c'est la même chose. Et bien sûr, dans les CLSC, sauf en ce qui concerne les unités de santé mentale. Alors, ce sont les recommandations que nous avons faites au gouvernement durant les derniers jours et qui ont été acceptées. Les cliniques médicales également, où exercent des médecins, des infirmières auxiliaires, il sera requis de porter le masque en tout temps. Donc, ça reste pas beaucoup de lieux, mais c'est important de préserver ça, puisqu'il y aura des personnes vulnérables qui pourraient côtoyer des personnes qui seraient atteintes ou malades de la COVID, et il faut donc faire les efforts pour comprendre ces situations et protéger ces personnes-là. Autre point, on en parlait tantôt, on aimerait venir clarifier aujourd'hui certaines choses qui entourent la vaccination et le recours aux doses de rappel. Il y a eu beaucoup de questions dernièrement autour de cela, et c'est normal, puisque la disponibilité de cette vaccination-là a été très forte au Québec, et on a encouragé les gens à se faire vacciner. Ça a donné d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, on est à un autre moment de l'évolution de cette pandémie. On est dans une courbe décroissante rapidement et solidement de cette 6e vague-là, et on voudrait donc faire le point. Alors, plusieurs personnes se demandent si elles doivent se prévaloir de ce service à l'heure actuelle, d'aller chercher des doses de rappel. Alors, pour ce qui est de la première dose de rappel avec un vaccin qui est à ARN messager, celle que plusieurs appellent la 3e dose, elle est toujours recommandée pour plusieurs groupes, à commencer par toutes celles qui ont plus de 18 ans. Elle est également recommandée pour les femmes enceintes et bien sûr pour les travailleurs de la santé de tout âge. Cette dose est également recommandée, là je parle toujours de la 3e dose, aux adolescents de 12 à 17 ans qui sont considérés comme à risque élevé de complications s'ils font une COVID ou qui vivent dans des milieux collectifs fermés, mais tout adolescent de cet âge en plus, qui est en bonne santé et qui souhaite le recevoir, peut également le recevoir. Mais on le recommande plus pour ceux qui ont ces situations de vulnérabilité dont on parlait. Pour cette première dose de rappel,
nous réitérons que l'intervalle recommandé avec la dernière dose reçue doit être d'au moins 3 mois ou plus. Maintenant, quand on parle de la deuxième dose de rappel ou celle qu'on a tendance à appeler comme la quatrième dose, elle est recommandée pour des groupes de personnes qui sont des groupes précis. Alors d'abord, les personnes qui résident dans les CHSLD ou les RPA, et il y a eu des campagnes récentes de fait pour couvrir ces gens-là, ceux qui le souhaitaient, de cette quatrième dose, et c'est évidemment quelque chose qui a été encore à succès. Les personnes qui vivent dans d'autres milieux comportant une proportion élevée de personnes aînées ou vulnérables, comme certaines ressources intermédiaires ou des ressources de type familial, aussi même des services qui sont offerts ou des ressources pour les communautés religieuses. Ce sont des endroits où il y a une recommandation qui nous est faite par le Comité d'immunisation du Québec, que Dr. Quach préside. Ce sont des recommandations pour qu'ils bénéficient d'une quatrième dose. Les personnes âgées également de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté, bien sûr, on en a parlé, les personnes immunodéprimées ou celles qui sont dialysées, qui ont plus de 12 ans, c'est une recommandation également qui nous a été faite. Et enfin, les personnes très vulnérables qui résident dans une communauté isolée ou éloignée. Alors, le Comité d'immunisation du Québec considère actuellement qu'il y a peu d'avantages à recevoir cette deuxième dose de rappel si on ne fait pas partie de ces clientèles. Malgré cela, les personnes de 18 ans et plus qui pourraient s'en prévaloir, si elles le souhaitent, qui le voudraient, pourraient s'en prévaloir, si elles le souhaitent, après un consentement éclairé. On a parlé des personnes de plus de 60 ans il y a quelques semaines. Elles peuvent aussi aller le chercher et plusieurs l'ont fait. Mais ça ne fait pas partie de situations cibles et d'une recommandation forte actuellement, en plus dans le contexte d'une pente d'une pente de la sixième vague qui descend. Alors, toutes ces personnes peuvent bien sûr prendre un rendez-vous. Depuis la semaine passée, c'est disponible sur Clic Santé. Alors, je souligne aussi, encore une fois, il faut toujours le rappeler que cette dose-là, cette quatrième dose, ne peut pas être reçue que 3 mois après la première dose de rappel. Donc, il y a toujours un minimum de 3 mois. L'idéal, c'est 5-6 mois, mais le minimum, c'est 3 mois. Alors, c'était ce qu'on voulait aborder cette semaine, car tous ces petits rappels nous apparaissent nécessaires. Et nous savons que la pente diminue et c'est un effort collectif qui a été mené. Ce n'est pas les instructions pures de la santé publique, c'est tout ce que le monde a réussi à faire, à se protéger, puis aussi à protéger les autres, à suivre les indications justement sur le port du masque, à respecter les délais de 5 jours et d'isolement et de 5 jours aussi, d'être prudent pour ne pas contaminer les autres. Ça a eu beaucoup d'effets. Et ça nous permet d'avancer avec sérénité dans un printemps qui commence à être très encourageant. Alors, donc en terminant, je vous annonce qu'on va réduire la fréquence de nos rendez-vous. Je soupçonne que vous n'allez pas vous ennuyer, mais comme on le disait d'entrée de jeu, la situation s'améliore beaucoup et on pourrait envisager que le tout va se poursuivre comme c'est bien lancé. Évidemment, au cours des prochaines semaines, on va continuer à suivre la situation de très près, à tous les jours, bien sûr, toutes les séries d'indicateurs que nous suivons, qu'ils soient sur ce qui se passe ici, comme sur ce qui se passe à l'extérieur, pour ne pas se faire surprendre par des variants. Il y a des choses qui se passent en ce moment et nous suivons ça avec intérêt et on va poursuivre la diffusion d'informations pertinentes sur différents canaux et si on est appelé à se revoir, on va le faire volontiers. Alors, c'est bien sûr si la situation le requérait, nous reviendrions devant vous. Alors, je tiens à remercier bien sûr tous les représentants de la presse qui ont assuré la couverture de nos points de presse presque hebdomadaires durant cette période de la 5e et de la 6e vague et qui nous posent à chaque fois des questions toujours des plus pertinentes. Alors, donc, merci à toutes et à tous et on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Donc, on passe à la période de questions en français dans la salle. S'il vous plaît, une seule question par journaliste. On fera un deuxième tour au besoin, s'il vous plaît. Merci de vous nommer ainsi que votre média. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Il y avait un communiqué de presse du CUSUM ce matin qui se sont penchés sur la qualité de la lecture des tests rapides dans les milieux de travail. Il semble que les gens, autant pour l'effectuer que pour lire le résultat, petite barre
pâle, pas pâle? Est-ce qu'on est à demi atteint de la COVID? Ça a l'air compliqué. Est-ce que encore aujourd'hui, il y a nécessité de revenir avec des directives, avec des... Je ne sais pas comment vous voyez ça, ce constat-là, après, il me semble, 6 mois de test rapide, là. Très bien. Alors, je vais laisser Dr. Reynaud répondre. Oui, on a pris connaissance de cette étude-là, d'ailleurs, qu'on avait financée au départ. On a bien pris soin, quand on a mis en place le programme des tests rapides, de dépasser les simples instructions qui étaient données dans la boîte et de faire des vidéos. Alors, à la lecture de cet article-là, des conclusions, on a réexaminé nos outils pour bien mettre en évidence là, ce qui était mentionné dans l'article, et on est arrivé à la conclusion qu'on avait à peu près répondu à tous les critères de qualité. Cependant, on est bien conscient que les tests rapides effectués par les gens du public, il se peut qu'il y ait des erreurs d'interprétation ou des erreurs dans la performance du test. On est conscient de ça. On est dans une période quand même où les infections décroissent. On pense que les tests rapides sont un outil intéressant, mais évidemment, ça n'a pas été le seul outil pour contrôler la pandémie. Et même si cet outil-là n'est pas parfait, il y a quand même sa place là, dans notre éventail de mesures contre la COVID. Merci. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Vincent Larin pour la presse. J'aurais une question concernant le rapport qui a été présenté ce matin par la vérificatrice générale à Québec, Mme Guylaine Leclerc, là, qui nous rapportait que l'achat de pays durant la première vague a coûté plus de 1 milliard, que ce qui aurait dû, notamment à cause du retard dans les commandes de masse. Peut-être pour M. Boileau dans ce cas-là, mais qu'est-ce qui explique que le ministère de la Santé n'a pas été plus proactif, selon vous, dans l'achat d'équipements massifs? Puis, est-ce que ça n'aurait pas dû être le rôle de la santé publique de prévenir, là, dès l'alerte de l'OMS, de l'urgence d'acheter ces équipements-là? D'abord, votre question est sûrement pertinente, mais je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne à laquelle on peut la poser. Moi, j'assume cette fonction depuis quelques mois à peine. Je pense que le gouvernement, à l'époque, j'étais bien pris dans cela à titre de président-directeur général de l'Institut national de ce qu'on appelle l'INES. Ça s'est passé avec les analyses qui sont faites. Je pense que le gouvernement peut répondre à ça. Mais il faut se rappeler là où nous étions dans cette vague-là, dans cette première vague-là, où il y avait énormément d'incertitudes et énormément de problèmes de protection de nos citoyens, de nos employés, en particulier dans les établissements. Alors, Dr. Quach était bien au fait dans son milieu d'expertise à Sainte-Justine, mais je ne peux pas commenter sur ce coup-là. Je n'ai pas vu le rapport encore ce matin. J'étais sur d'autres choses. Puis, très franchement, je pense que c'est d'autres qui vont pouvoir répondre à ça. Merci. Mais on s'en est bien sorti. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Félix Lacerte, QMI, Journal de Montréal. Donc, la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers de l'Association des médecins pour l'environnement vous a demandé à nouveau d'évaluer l'étude sur le nickel dans l'air. Je me demandais si vous comptez le faire et si la réponse est non, pourquoi? Écoutez, c'est un sujet qui a pris beaucoup d'importance dans les dernières semaines, les derniers mois. L'étude sur le nickel dans la région, en fait, dans la région de Limoilou, là, de Québec, mais c'est plus l'étude qui a été faite ou les données qui ont été amenées, les analyses qui ont été faites par la Direction générale de la santé publique, avec la collaboration, bien sûr, du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, se sont passées sur plusieurs années pour que le ministère de l'Environnement choisissent de proposer un ajustement de la norme. Ces études-là, elles étaient bonnes. Je pense qu'elles sont toujours bonnes. La façon dont on m'a montré les processus qui ont été traversés pour faire ces analyses-là étaient solides. Les organismes les plus compétents du Québec ont regardé ça et ont signifié que c'était solide, c'était fait selon les meilleures pratiques. Alors, moi, j'ai tendance à dire ce que mon prédécesseur aura jugé, ça semble être toujours correct. Alors, c'est au ministère de l'Environnement à vérifier s'il souhaite
modifier à nouveau son analyse, mais nous, je crois que la direction, je suis d'ailleurs convaincu, c'est comme ça qu'on me le rapporte, et c'est l'analyse que nous en faisons. Ça a été fait avec rigueur et souci de qualité. Maintenant, l'enjeu principal, c'est qu'une fois qu'on ajuste les normes, il faut savoir s'assurer elles ne sont pas ciblées comme étant des objectifs à atteindre, c'est plutôt des normes à ne pas dépasser. Donc, il faut aller vers le respect de ces éléments-là, le suivi de leur mise en œuvre et de s'assurer qu'on réduise, qu'on mitige les risques le plus possible. Et ça, les acteurs de santé publique sont au rendez-vous pour ça, que ce soit à Québec ou que ce soit dans d'autres régions ou sur le niveau national, et on est là. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Normand Gondin, Radio-Canada. Dans le cas des cas d'hépatite aiguë sévère chez les jeunes enfants, le CDC vient d'émettre un deuxième avertissement. Le premier était pour les professionnels de la santé. Maintenant, pour les parents, il y a un peu plus de cas chaque jour. Où en est la situation? Est-ce qu'il y a du nouveau du côté du Québec? Le Canada avait quelques cas, on n'a pas entendu parler. Je pense pas qu'il y en a à Sainte-Justine non plus, mais... On suit ça de près là, à l'échelle canadienne et québécoise. Et on a la chance ce matin, en fait, votre question arrive, on a une experte pédiatre infectiologue de Sainte-Justine. Je pense que ce serait gênant pour moi de continuer à parler. Je vais la laisser répondre à votre question. D'accord. Bien, je pense, M. Grondin, vous l'avez dit, là, on n'a pas eu de cas à Sainte-Justine pour le moment. Pour ce qui est des autres hôpitaux québécois, il ne semble pas y en avoir non plus, d'après ce que Dr Boileau nous dit. Pour l'instant, l'hypothèse de base, vous l'avez probablement vu aussi bien que moi, c'est l'adénovirus 41 qui semble être le coupable. Mais on a besoin de davantage d'études. Tous les réseaux des pathologues ont été avertis au niveau canadien, puis la surveillance se maintient, mais pour l'instant, on n'a rien... Bon, enfin, personnellement, j'ai rien de plus à ajouter. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour, Véronique Lauzon de TVA Nouvelles. Je viens de tourner vers vous, Dr Quach. Vous avez été quand même critique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, on parlait des masques. Est-ce que le gouvernement a été négligeable en laissant la réserve de masques se vider en 2010? Et est-ce que c'est normal d'avoir pris plus d'un mois après l'annonce de l'OMS pour attendre? Là, je vous dirais que je suis supposée être ici à titre de présidente du CIC, que je peux être ici à titre de pédiatre infectiologue du CHU Sainte-Justine. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé au début de la pandémie, là, ça, dans toute honnêteté. C'est sûr que sur le terrain, on avait besoin d'équipements de protection individuelle et qu'au CHU Sainte-Justine, on a réussi à maintenir nos approvisionnements, mais je ne peux pas faire de commentaires sur le reste. Là. C'est sûr que plus il y en a au moment opportun, mieux on s'en porte, mais je pense que je vais laisser les collègues qui étaient dans la soupe se prononcer. Est-ce que ça vous intéresse? C'est moi, ça? Oui. Dans la soupe, c'est comme ça que je dis ça. Ben, je répondais à ça tantôt. Écoutez, moi, je n'étais pas sur le terrain. Là. Je dirigeais un institut qui était très mobilisé pour cette phase-là. La question, là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est une question que le gouvernement va s'affairer de répondre. Je pense que vous pouvez adresser vos questions aux autorités responsables. Mais la chose la plus importante, c'est de se souvenir où est-ce qu'on était il y a à peine 2 ans. Là. On était dans une crise majeure, inédite, surprenante, qui nous a tous pris avec étourdissement. On ne savait pas c'était quoi ce virus-là, quelle mesure était efficace. Souvenez-vous des enjeux, même autour du masque, tout ce qui a varié. Donc, il fallait, je pense, prendre toutes les mesures pour aller chercher ce qu'il fallait pour protéger les gens le mieux possible et de protéger les travailleurs, protéger les autres patients qui étaient aussi là. Alors, maintenant, l'analyse, je ne peux pas la faire plus. Je n'ai pas lu ce rapport et je vais laisser les autorités s'exprimer, mais revenons là où nous étions. Là. Et on peut apprendre de nos erreurs. On le fait toujours. On a appris beaucoup dans ces 2 dernières années. Énormément. On a appris sur le virus, bien sûr. On a appris sur les différentes modalités, les politiques publiques qui ont été mises de l'avant. Regardez, on vient de traverser une 6e vague qui n'était pas de niaiserie, là, et qui a amené beaucoup de stress pour plusieurs personnes, qui a malheureusement des gens qui nous ont quittés aussi avec ça. Ça demeure quelque chose d'important. Et on l'a fait avec un contact différent. On a essayé d'expliquer le plus possible quels étaient les risques. On s'est instruit des expertises, beaucoup de santé publique. Le docteur Reynaud est à une posture de scientifique en chef du côté de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, on a tiré avantage de toute l'expérience, je crois, puis on a été capable de traverser ça sans ajouter des politiques publiques. Oui, vous me direz, le masque a duré plus longtemps,
mais je pense que c'était légitime, c'était correct. Et il dure encore dans les transports en commun. On n'est pas en train de vous annoncer qu'on va retirer ça lundi. Alors, tu sais, il y a moyen d'apprendre, nous, mais tout le monde ensemble. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il va faire beau. On va l'espérer. Pour le plus longtemps possible. Merci. La prochaine question est en ligne. C'est Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Allez-y. Je vais continuer sur votre lancée, dire qu'on a appris beaucoup de choses. Je suis un peu curieux de savoir quelle proportion de gens qui ont eu la COVID longue. Qu'est-ce qu'on sait de la COVID longue? Comment est-ce qu'on la traite? La question, c'est combien de pourcentage ont eu la COVID longue, hein? C'est bien ça. Et comment on la traite? Combien de personnes en tout l'ont eu? Là, sur ceux qui ont eu la COVID, combien ont développé une COVID longue? Qu'est-ce qu'on sait de cette variante-là? Et comment on la traite? En fait, c'est pas tant des variants, c'est le même variant qui va s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, la COVID longue, que c'est bien documenté. On a des équipes fortes ici au Québec. Je nomme Dr. Liliana Falcone, qui est du côté de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui pilote une équipe d'expertise autour de ça. Elle n'est pas la seule, là, c'est tout en réseau. Et je pense que les réseaux se font sur une base non seulement québécoise, mais internationale pour essayer de capturer le plus d'informations possible autour de ça. On sait que ça existe. On sait que c'est plus fréquent lorsque les gens n'ont pas tiré avantage de la vaccination, malheureusement. On sait que ceux qui sont très malades et qui seront même hospitalisés ont plus de risques de développer ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est assez fréquent. Il y a eu des études récentes pilotées par des chercheurs de l'Institut national de santé publique avec d'autres collaborateurs qui ont montré que ça pouvait atteindre 20-30% chez une expérience chez des travailleurs de la santé, mais ça ne dure pas éternellement. Donc, ça va diminuer dans le premier mois. Déjà, on peut atteindre ces pourcentages-là, mais avec le temps, ça diminue. Toutefois, il y a des gens qui persistent à avoir ces symptômes-là, qui sont variés. Hein. Ça ne va pas s'exprimer sur un élément, c'est sur plusieurs. Ça peut être des changements de goût, ça peut être de la fatigue, ça peut être des difficultés respiratoires, ça peut être beaucoup de choses. Ce n'est pas spécifique, mais il y a des études qui sont faites plutôt pour essayer de comprendre le plus possible. On estime les chiffres qu'on entend le plus souvent, c'est du 7 à 10% que les gens pourraient expérimenter ça. Il y en a eu moins avec l'Omicron. Il y en a eu plus avec les variants que nous connaissions avant. En particulier, le Delta a fait une série de ravages de ce côté-là. Donc, il reste des connaissances à aller chercher de ce côté-là. Il n'y a pas de traitement spécifique. En fait, un des traitements, c'est justement de vacciner les gens, même après qu'ils aient fait l'infection, dans leur période de COVID longue. Ça semble donner des résultats importants pour toutes sortes de raisons physiologiques que je ne détaillerai pas ici. Alors, c'est ce que nous savons. On sait que c'est là, que ça existe et que c'est un fardeau maintenant qui s'additionne à tout ce qu'on connaissait déjà des autres maladies au Québec. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Dr. Boileau. Sur le nickel, est-ce qu'il faut comprendre que vous considérez qu'il n'y a absolument rien de nouveau, donc aucune nouvelle information qui mérite de réviser la décision du Dr. Arruda? Ce que je considère, c'est que les experts qui me conseillent de ce côté-là me disent que les travaux ont été menés avec rigueur, qu'ils ont été menés avec une attention toute particulière pour éviter les risques aux populations ou les rendre dans des dispositions qui sont jugées correctes et que ces travaux ont été menés avec rigueur et avec une attention telle qu'il ne m'a pas été signalé qu'il méritait d'être repris. Il est évident qu'en médecine, en sciences, en quoi que ce soit, on avance et que si le ministère de l'Environnement avait reçu des informations supplémentaires, il pourrait nous les partager pour voir si on pouvait regarder cela à nouveau, mais ce n'est pas du tout considéré comme étant des études qui viennent basculer le dossier. C'est comme ça qu'on comprend la situation et voilà. Merci. Il y a de l'intérêt pour un deuxième tour. Allez-y.
Toujours de l'intérêt pour des questions. Je revenais sur la vaccination, celle qu'on appelle, comme vous dites, la 4e dose. Tantôt, Dr. Boileau, vous avez dit on peut attendre 4-6 mois. J'aimerais avoir votre son de cloche, Dr. Quach, sur justement cet intérêt-là d'attendre peut-être l'automne où il y aura plus de COVID pour aller chercher cette 2e dose de rappel-là. Et aussi, est-ce que c'est possible qu'on diminue l'âge pour inclure les ados aussi à ce moment-là, selon vous? Bien, c'est une excellente question qui est en discussion présentement au SIC. C'est sûr que quand on regarde la vaccination avec une dose de rappel, on augmente à ce moment-là notre protection à la fois contre les infections et contre les hospitalisations, quoique la protection contre les hospitalisations après une première dose de rappel se maintient quand même encore. Et donc, je vous dirais que la difficulté, c'est le timing. Ce qu'on veut, comme vous le proposez, puis c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est vraiment d'avoir une protection maximale au moment où il y aura le plus de cas. Et c'est pour ça que Dr. Boileau, tout à l'heure, disait, tu sais, là, on voit que les indicateurs s'améliorent, il y a beaucoup moins de cas, on a plus d'influenza presque qu'on a de cas de COVID. Et donc, d'aller chercher une dose de rappel maintenant, oui, on va booster notre système immunitaire, mais pour pas grand-chose finalement. C'est-à-dire que c'est comme si on se vaccinait contre la fièvre jaune alors qu'il n'y a pas de fièvre jaune au Québec. Donc, c'est vraiment l'idée de dire attendons au moment opportun où on va faire face à la prochaine vague qui tout probablement surviendra à l'automne et à l'hiver pour avoir à ce moment-là la protection maximale qui est dans les 12 à 20 premières semaines pour pouvoir passer à travers cette vague-là. En termes d'âge, je vous dirais que ce qu'on regarde toujours, c'est de s'assurer que les avantages dépassent les risques potentiels. Et jusqu'à maintenant, bien, les adolescents s'en sont relativement bien tirés, les enfants aussi. On a peu d'hospitalisation, malgré le fait qu'on a une grande proportion de ce groupe d'âge-là qui a attrapé la COVID déjà. Et donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que si le vaccin est sécuritaire, puis jusqu'à maintenant il l'est, il n'y a pas de problème à le donner. Mais d'un point de vue populationnel, on a tendance à avoir comme objectif de ce programme-là, parce qu'il est à prévenir les hospitalisations et les décès, de promouvoir davantage ou de recommander plus fortement la vaccination pour les personnes plus âgées ou celles avec des conditions médicales sous-jacentes qui les mettent à risque de complications. Merci. Est-ce que non? Ben, vous y êtes, allez-y. Bien, j'avais juste une autre chose. La dernière conférence de presse, Dr. Boileau, vous avez dit pour les transports en commun au printemps, ça finit le 21 juin. Qu'est-ce que on dirait même que c'est l'été en ce moment. Alors, oui, c'est ça. Quand est-ce que vous voyez ça? Dans un mois? On voit ça comme, avec les données que nous avons, Madame, on souhaiterait voir, et nous espérons, et nous sommes assez convaincus que le retrait du port du masque durant le week-end n'affectera pas la courbe descendante que nous avons. On voudrait tout de même se donner le temps d'observer ça avant d'aller plus loin sur le transport scolaire. D'autant plus que... pas scolaire, excusez-moi. Je m'excuse, le transport... le transport collectif. Transport. F6 scolaire, parce que ça change. De sorte que on voudrait être plus armé de données pour aller vers cela. En même temps, juste quand même rappeler que dans ces services de transport, il y a des gens qui peuvent être très proches aussi. Donc, il ne faut pas se gêner de voir la valeur ajoutée du masque de ce côté-là. Je laisserai Dr. Reynaud compléter avec plus d'expertise, sans doute, la réponse que je donnais. Oui, mais en fait, on a... Le directeur national de la santé publique qui fait le point sur la pandémie de COVID au Québec, pas grand-chose à annoncer pour M. Boileau, le Dr. Luc Boileau, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la situation est plutôt positive et encourageante. Tous les indicateurs sont positifs selon le Dr. Boileau, qui annonce par ailleurs que ce sera peut-être une des dernières conférences de presse hebdomadaires qu'il va donner, que les conférences de presse seront plus espacées. Quand même quelques rappels sur la 3e dose. Oui, allez chercher votre 3e dose si les 3 mois depuis la 2e dose sont passés. Pour ce qui est de la 4e dose, 4e dose de vaccin, les personnes vulnérables devraient y aller, mais ce n'est pas nécessairement un avantage pour toute la population en général. Et un dernier point sur le masque dans les transports en commun. En fait, le masque dans les transports en commun va être maintenu au-delà du 14 mai. Pas de date de fin pour ça, mais le 14 mai, à minuit 1, dans la nuit de vendredi à samedi, les masques vont tomber au Québec dans les lieux publics, sauf dans le transport en commun et dans les établissements de santé. Voilà pour cette conférence de presse. On va s'arrêter pour une pause.